Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait d'une nouvelle tirée du recueil Rage de Marie-Pierre Nadal. Donc j'ai choisi Vous n'êtes personne. Chapitre 1. New York. La ville qui ne dort jamais, dit-on. Gigantesque métropole qui élargit chaque jour un peu plus le cercle du possible. 8 millions d'âmes, étranges fourmilières aux étranges locataires, grouillant et gesticulant comme des vers dans une grande pomme. Certains heureux de vivre, d'autres n'espérant qu'un déclic pour sauter dans le vide. Une foule était agglutinée au bas d'un immeuble. Elle semblait phagocyter 2 camions de pompiers et d'autres véhicules affichant le sigle de la police new-yorkaise, la NYPD. Un homme long et maigrichon, la quarantaine entamée, surgit de l'un d'eux. Il arborait une chevelure brune, un peu folle. Son visage blafard et son nez retroussé, chevauché de lunettes rondes, faisaient penser à un personnage de dessin animé. Il regarda vers le haut pour apercevoir un jeune homme debout, sur le rebord du toit, certainement décidé à en finir. L'homme étrange pénétra dans l'immeuble avec la ferme intention de l'en dissuader. Il n'y avait pas une seconde à perdre. Arrivé à son niveau, il s'approcha tout doucement et grimpa sur le rebord épais, mais bas, ses mains dans les poches. « Belle journée pour mourir !» Le jeune garçon se retourna, surpris et effrayé par cet individu pour le moins loufoque. « Mais qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous voulez ?» s'exclama-t-il. « Moi? Je ne veux rien. Je viens admirer le paysage. Je m'appelle Léo Costa. Je ne te serre pas la main. » Le garçon afficha un air sidéré. « Alors comme ça, tu veux sauter ?» reprit Léo d'un air tranquille. « Oui, ma décision est prise. La vie ne vaut rien. »« C'est quoi ton nom ? J'aimerais le connaître avant que ta tête s'écrase comme une pastèque. »« Je m'appelle Jimmy. » Ce dernier sembla soudain moins décidé. Léo jeta un œil discret vers le bas. « Ouais. Tu sais, Jimmy, t'as sûrement raison. Après tout, ça sert à quoi tout ça ?» L'étonnement devint terreur devant les paroles de cet individu débarqué de nulle part. « Et tu sais quoi ?» continue ce dernier. « Je vais en faire autant. On va sauter tous les deux. » Le jeune homme afficha désormais une panique totale, ne sachant plus vraiment quoi faire. « Allez, à 3, on s'écrase. Ok ?» lança Léo. Le garçon s'accrocha à ce qu'il put, et finalement à la vie. Léo en profita pour compter lentement. 1, 2, 3 ! Et il l'entraîna avec lui dans le vide. Un matelas gonflable, installé par les pompiers, n'attendait qu'eux. Jimmy sauta de ce dernier, tel une puce épileptique, furieux. « Ce mec est complètement barré !» hurla-t-il, à qui pouvait l'entendre. « Enfermez-le, il est dangereux !» Léo profitait du confort moelleux du matelas, les bras en croix et jambes écartées, les yeux ouverts comme s'il sortait d'un joli rêve. Jimmy se dirigea vers les forces de l'ordre pour déclamer sa colère. « Arrêtez-le !» en désignant le matelas d'un bras vengeur. « Il m'a poussé !»« Lui, il ne ferait pas de mal à une mouche, » répondit l'agent, appuyé à la portière de son véhicule. Léo descendit enfin du matelas et s'approcha du véhicule. « Ça va mieux, petit gars? Toujours envie de te foutre en l'air? La vie est belle, tu trouves pas ?»« Mais putain, qui êtes-vous ?» hurla le garçon, à cran. L'agent Bob le présenta alors. « C'est le docteur Costa, le meilleur psychiatre de cette foutue ville. » Le jeune homme s'effondra, évanoui. Les pompiers le prirent en charge et s'éloignèrent toutes sirènes hurlantes. Bob questionna Léo, un grand sourire affiché, toujours appuyé sur sa portière. « Alors, vous l'avez convaincu ? Toujours aussi efficace. Pas très orthodoxe comme méthode, mais directe et efficace. » Il n'avait pas l'intention de sauter, je l'ai vu dans sa façon de tenir. C'était juste un petit coup de blues. Un vrai suicidaire ne m'aurait jamais laissé l'approcher, et de toute façon, il aurait sauté dès son pied sur le rebord. N'empêche, c'est pas habituel. C'est la French touch, répondit le médecin en riant et pénétrant dans le véhicule. Ah, c'est Frenchy,
s'exclama Bob, reprenant le volant. La foule se dispersa, certains spectateurs finalement déçus du dénouement. Vous pouvez me laisser à Central Park, s'il vous plaît demanda le psy. Je sais que vous n'êtes pas un taxi, mais j'ai besoin de marcher dans la verdure. Pas de problème, c'est sur le chemin du commissariat. Le véhicule stoppa à l'entrée du parc, libérant son passager. Merci, Bob. Rendez-vous au prochain suicide. Le policier éclata de rire. Vous êtes sympa quand vous vous forcez. Les deux hommes rirent de bon cœur. Léo adorait Central Park. Le feuillage des arbres étalait un manteau roux, ardent, en leur cime et offrait un tapis sublime au sol encore humide de la dernière pluie. L'automne était bien installé. Il prit son temps et en apprécia chaque seconde avant de regagner son cabinet situé sur Madison Avenue, près de l'église Saint-James. Il exerçait depuis 6 ans aux États-Unis. Débarqué de son Lyon natal et passionné par la grande pomme, il avait choisi de s'y établir, n'ayant plus aucun attachement en France. Il avait laissé ses tourments, ses amis qui n'en étaient pas vraiment, son enfance qu'il tentait d'oublier, et son pays qu'il gardait dans un coin de son cœur. Son enfance? Fils unique, il avait connu l'amour de ses parents. Le drame de leur décès, subitement survenu lors d'un accident au retour d'une fête un peu arrosée, il avait été le seul survivant. Ses parents et son cousin n'étaient pas revenus. Il avait alors 8 ans. Ce furent les parents de ce dernier qui l'adoptèrent par la suite, l'élevant comme leur propre fils. Mais ce traumatisme ne l'avait jamais quitté. La culpabilité et la colère s'étaient installées. Son adolescence ne s'exprima que par la quête de justice, la défense du plus faible et principalement la prospection sur lui-même, sondant son esprit à la recherche de réponses qu'il ne trouva pas. Il s'orienta vers les sciences qui ne lui apportèrent rien de concret. C'est alors qu'il bifurqua vers la médecine, pour arrêter ses investigations sur la psychiatrie, dans laquelle il trouva son équilibre personnel. Il pouvait ainsi aider les autres tout en s'aidant lui-même. Quant à ses amours, elles n'étaient pour lui que légères incartades à son sacerdoce. Il considérait l'amour comme une perte de temps, et surtout une porte fermée dont il avait perdu la clé. Il se refusait à ressentir des sentiments qu'il aurait de toute façon détruits par le départ de l'autre. Léo était heureux, finalement. Sa vie était assez riche pour vivre comme ça, au fil des jours, tranquille. Parfaitement bilingue, malgré un accent prononcé, il s'était adapté à la vie new-yorkaise et était à présent coutumier de ses frasques. Ses amis n'étaient pas nombreux, mais de qualité. Il n'en demandait pas plus. Ses pensées l'amenèrent au pied de son immeuble, où il avait établi son cabinet, au 9e étage, et son domicile 3 niveaux plus haut, dans un duplex trop grand pour un seul homme. Il fut surpris de voir un de ses patients faire les 100 pas devant l'entrée du bâtiment. « Monsieur Blackstone, nous n'avions pas rendez-vous. »« Il faut que je vous parle, docteur, c'est urgent. » Le visage de l'homme affichait le faciès tourmenté de la terreur. « Je vous l'ai déjà dit, ça ne fonctionne pas comme ça, monsieur Blackstone. Nous avons rendez-vous dans 15 jours, pas avant. » Ce dernier le plaqua contre un mur et hurla. « Je dois vous parler! Je vous dis que je dois vous parler !» Ses yeux semblaient vouloir quitter leurs orbites. Léo prit les poignets de son patient pour se dégager. « Ça va aller, on va se calmer et monter dans mon cabinet, d'accord? Calmez-vous. » Les deux hommes pénétrèrent dans l'immeuble et longèrent le long et large couloir du hall d'entrée. Le psychiatre releva son courrier et devança son patient jusqu'aux portes de l'ascenseur. La cabine s'ouvrit. Les portes se refermèrent sur eux, comme si les pires confidences allaient se faire dans la plus grande discrétion. Léo regarda cet homme, devenu si mystérieux. Son visage exprimait le vide. « Vous ne dites rien ?» tenta le médecin. Aucune réponse. L'homme regardait devant lui. L'ascenseur stoppa et ouvrit ses portes devant un vaste hall, d'où partaient des couloirs sans fin. Les deux hommes tournèrent sur la droite jusqu'à la 3e porte, celle du cabinet médical. Léo l'ouvrit et fit signe à son patient de passer devant lui. La secrétaire, étonnée de voir son patron, se leva dans son fauteuil. « Docteur, vous ne deviez venir que cet après-midi. Votre prochain rendez-vous est à 14h30. Et M. Blackstone n'était pas prévu. Ai-je commis une erreur ?» La jeune femme n'était vraisemblablement pas très sûre d'elle.
Costa la rassura. Ne vous inquiétez pas, Hélène. Nous allons dans mon bureau. Ne vous dérangez pas, merci. Cette dernière ne rétorqua pas et regagna son fauteuil pour plonger son nez droit dans ses dossiers. Hélène Foster, jeune femme de 32 ans, ancienne patiente et follement amoureuse de son français de psychiatre, aussi maigre que lui, brune, aux cheveux longs, des yeux ronds et noirs, continuellement en état de veille et d'une inquiétude exacerbée. Elle était à son service depuis 3 ans, après une thérapie qui donna naissance à des sentiments frôlant l'obsession. Le médecin en était conscient, mais n'en faisait aucun cas. Elle l'acceptait comme ça. Léo prit place sur un fauteuil et invita son patient à s'installer sur le divan, situé à ses côtés, non moins douillet et orné de coussins, posés en pointillés sur la longueur du dossier. L'homme ne bougea pas. Il resta figé devant son médecin. « Monsieur Blackstone, vous m'entendez » s'enquit Léo. « Je vais mourir. »« Pardon ? Je sais que je vais mourir. »« Asseyez-vous, je vous en prie, » proposa Léo, en désignant le divan. « Nous pourrons mieux parler, s'il vous plaît. » Ce dernier accepta la supplique et s'assit au bord et au bout du canapé, pourtant large et long. « Dites-moi, Roger, je peux vous appeler Roger ? Dites-moi ce qui vous fait penser à votre prochaine mort. »« Appelez-moi comme vous voulez, plus rien n'a d'importance. » Son regard balayait le vide. « Pourquoi dites-vous ça ? Nous avons bien avancé depuis quelques semaines. J'entends une voix. »« Que vous dit cette voix ? Qui est-elle ? Un homme ? Une femme ? Vous la reconnaissez ? » ?»« Non, je sais pas. Et si je le savais, je l'ai oublié aussitôt. Elle me dit que je ne vaux rien, que je suis perdue. »« Elle ? C'est donc une femme. Vous la connaissez ? » ?»« Je ne sais pas. Je vous dis que j'oublie. Écoutez-moi, quand je vous parle, cria-t-il. On me parle, mais je ne sais pas qui ou quoi. Je me souviens que de ce qu'on me dit. Pardonnez-moi, détendez-vous. Voulez-vous un café ? Un verre d'eau ? Vous auriez du scotch ? Je ne devrais pas, mais je vais faire une exception. Le médecin se leva et servit 2 verres, un scotch et de l'eau pour lui-même. Voilà, dit-il en tendant le whisky à Roger. Merci. Sec qu'il engloutit la boisson, sans même respirer, telle une noyade volontaire. Quand entendez-vous cette voix, Roger ? Reprit le psychiatre. 3 fois par semaine, le matin. C'est précis. Vous pouvez me dire l'endroit où ça se passe ? L'homme réfléchit, fronça les sourcils, comme pour approfondir ses pensées, sans résultat. Il prit sa tête entre ses mains et posa ses coudes sur ses cuisses. « Je sais pas, je sais plus » s'écria-t-il au bord du désespoir. « Avez-vous eu un accident depuis la dernière fois que nous sommes vus ? Un coup sur la tête ? Non. Il n'y a que ça que vous oubliez, Roger ? Oui, je me souviens de tout, sauf ce qui concerne la voix. Quel nom lui donneriez-vous ? Mort. Costa se caressa le menton, la perplexité atteignant son paroxysme. Une dernière question. Que faites-vous 3 fois par semaine ? Vous allez quelque part ? Vous rencontrez quelqu'un de précis ? Je vais à l'hôpital. Quel hôpital, Roger ? Quel hôpital ça pourrait être ? Le... Il croisa les doigts et les posa violemment sur sa bouche, comme s'il devait se taire. Il se leva soudain, prit sa veste et sortit sans mot dire. Costa le suivit pour le rattraper, sous les yeux d'Hélène, très inquiète, comme à son habitude. Les 2 hommes se rejoignirent devant l'ascenseur, Blackstone tapant avec frénésie sur le bouton, comme pris d'une terreur soudaine. Costa le stoppa en lui prenant le bras. « Une fois suffit, dit-il. Que vous arrive-t-il, Roger ? J'ai dit quelque chose qui vous a choqué ? » ?»« Rien. Je dois partir. Il faut que je parte, » répondit Blackstone, le visage presque appuyé contre le mur jouxtant les portes de l'appareil. « Roger ! Laissez-moi, docteur. » L'homme n'attendit plus une seconde. Il se dirigea vers l'escalier, dont il défonça presque la porte, puis disparut. Hélène sortit le nez dans le couloir pour prendre la température. Elle put apercevoir son patron se gratter la tête, droit sur ses longues jambes. « Ça va, docteur ?» cria-t-elle. Ce dernier émergea de ses réflexions et revint vers le cabinet. « Tout va bien, Hélène.
Arrêtez de vous faire du souci pour moi, voulez-vous? Allez donc déjeuner, je vais rester ici, j'ai du travail. Comme vous voulez. Il rentra dans son bureau et ferma la porte. S'asseyant sur son fauteuil, il aperçut le courrier qu'il avait machinalement jeté sur ses dossiers. Une enveloppe suscita son attention. Elle ne comportait aucun cachet, aucun nom d'expéditeur. N'était mentionné que à l'attention du docteur Costa. Il la décacheta et lit la seule ligne qui composait la lettre. Vous n'êtes personne. Voilà pour cet extrait. Alors j'espère que ça vous a plu et que vous a donné envie de lire ce recueil de nouvelles, Rage de Marie-Pierre Nadal. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.